Chapitre 14. Ah, on a atterri où, putain? Le prof ne répondit pas tout de suite au technome. Il était choqué, d'abord, de ne pas être mort sur le sol au pied du mandrago, ensuite d'avoir failli mourir écrasé 2 autres fois pour finalement tomber au seul endroit capable d'amortir leur chute. Il y avait ici une quantité improbable de pierres de lenteur, matière pourtant rare dans le monde. Chacune d'entre elles valait une petite fortune. Leur présence en masse sur le lieu d'atterrissage avait progressivement ralenti leur vitesse jusqu'au sol. « Je ne comprends pas. » dit le prof. « On aurait dû mourir. Il y a eu 3 téléportations magiques successives. Les chances qu'on atteigne le sol dans un tel lieu étaient de... » Il y avait une sécurité pour les glands et puis c'est tout. Dit Atkoum. Bon, on est où, bordel? Aucun risque. Intervint Stena. Avant, les stratèges se servaient de cette arme de siège pour pénétrer des citadelles naines enfouies au cœur de montagnes immenses. Le mandrago est capable de propulser des projectiles bien plus forts qu'un trébuchet normal, car des magies disparues l'animent. D'ailleurs, j'ai déjà vu cette machine être utilisée avec des êtres vivants il y a 600 ans et rien de tel ne s'est produit. 600 ans? Mais quel âge as-tu? Ça ne se fait pas de demander ça à une dame. Tu as participé aux guerres des origines? Le ton du prof était incrédule. Sur la fin, oui. Elle lui répondit comme si ça n'avait rien d'exceptionnel. Le prof se dit qu'il ne connaissait peut-être pas Stena aussi bien qu'il le croyait. Peu de créatures dans le monde pouvaient encore témoigner de cette époque. Leur rencontre avait été le fruit du hasard. Jamais il n'aurait pensé que... J'ai même vu tout un village elfique et quelques déserteurs se faire catapulter. À mon avis, ça vient d'elle. Précisa-t-elle en montrant au prof la jeune fille qui dormait. Pourquoi? C'est visible comme le nez au milieu du visage. Le prof détailla l'humaine, rousse, ébouriffée, maigrelette, sale, avant de se rappeler que Stena avait les yeux bandés et n'y voyait rien. Sûrement un peu de son humour particulier. Estima-t-il. Mais c'est bizarre que... On s'en fout de tout ça, on est vivant. Point barre dans ta face. Mais on est où? J'ai une hypothèse. Dit le prof en époussetant sa fourrure. J'ai reconnu le lieu sur lequel on est tombé la première fois. Je garantis que c'était le chemin de l'Élor, soit à 50 coudées de notre point de départ vers le sud-est, selon une ligne droite. Si l'on prolonge la trajectoire de 50 coudées dans la même direction, on aurait dû se trouver dans la baronnie vampire. Ça expliquerait ce qui faisait cette jeune humaine. Il fit un mouvement du menton en direction du petit corps inconscient. Il y avait un garde-manger dans ce secteur. Après, je n'ai pas vu leurs infrastructures ni leur gigantesque manoir quand on tombait. Il y avait juste un énorme cratère, de la fumée et des arbres calcinés. Les angelots ont pu tout détruire. Et bla, on est où? Putain de mes 3 couilles. Sois poli, Koum. Dit Stena. Va te faire. Les cheveux de Stena se mirent à siffler furieusement. Le technome blêmit en s'imaginant immobilisé en pierre. La pire punition pour quelqu'un d'hyperactif ou berserk, ou les deux. Pardon, Stena. J'ai ripé. C'est ce putain de stress. Le prof reprit. Si mon raisonnement est bon, on est donc encore 50 coudées au sud-est, pas très loin du fleuve océan, et on a aussi voyagé de quelques jours dans le temps par magie. Stena approuva de la tête. Koum fronça les sourcils et se figea de concentration. Il cria d'un coup. De quoi? Qu'est-ce que c'est que cette histoire de magie de merde? Le prof expliqua. La lune était dans son dernier croissant lorsqu'on était à la citadelle. On a marché presque une journée entre l'avant-garde et le gros de l'armée. On a mis en place ton plan de fuite avec le soleil bas sur l'horizon. Stena a été aveuglé, tu te rappelles, Koum? Le technome fronçait toujours les sourcils. Sa bouche s'était entr'ouverte. Puis on est tombé sur la fillette lorsque la lune était pleine. On est parti un mardi, on doit donc être samedi. Après un long silence passé à compter sur ses 4 doigts, Koum dit. Alors, on a un putain de sommeil à rattraper. Oh, dodo les clodos. Demain, on continue vers l'est, direction la Sainte-Barbe, pour retrouver Crâne d'œuf et la mangouste. Je suppose que tu veux parler de la tête de notre ami et du mandrago. Merde. Le prof et Stena
se gardèrent de faire à Koum toute remarque sur la relativité du voyage dans le temps qu'ils venaient de subir. Avoir un peu de tranquillité les aiderait à mieux appréhender la situation, et, par-dessus tout, Koum n'y aurait rien compris. Il aurait fini par s'énerver après 11 secondes d'explication. 11 secondes plus tard, Atkoum ronflait. Le prof et Stena s'éloignèrent de lui et se rapprochèrent de leur passagère clandestine qui, tout ce temps, avait simulé le sommeil en plissant les yeux trop fort. L'avant-garde doit être à 2 jours de marche. Si on relâche la gamine, elle pourrait signaler notre présence. La tienne surtout, Stena. On se retrouverait avec toute une armée à nos trousses. Quant à la tuer, il n'en est pas question. Tu connais mes convictions. De toute façon, on ne peut pas. Dit Stena. Qu'est-ce que tu veux dire? Je l'ai lu dans ses cheveux. Tu lis dans les cheveux? Dit-il avec un sourire en coin. Comme toutes les gorgones. Dit-elle en haussant les épaules. La capillimancie ment rarement. J'ai d'ailleurs lu dans tes poils que tu vas bientôt avoir mal. Autant te prévenir. Le prof pouffa dans son museau, manifestement peu convaincu. Puis, il estima qu'il s'agissait peut-être d'une menace, et cessa de rire. Stena s'avança près de la fillette et se mit à lui parler en plusieurs dialectes anciens et récents de la partie du monde où se trouvait auparavant la baronnie vampire. « Laissez-moi !» dit une toute petite voix apeurée au bout d'un moment. Je vois que tu parles le méphitique standard. C'était la langue utilisée dans ta réserve? Dit l'ours Nandi en approchant son visage de la petite créature. N'aie pas peur, nous sommes gens. Sur quoi, Sélène se releva d'un bond et fracassa un bâton sur le crâne de l'ours surpris. Le prof ne sia pas. Ce n'est rien, je ne suis pas fâché. Sélène attrapa alors une pierre qu'elle frappa contre la tempe du monstre. Sans broncher, il recula. Du calme, petite. Nous ne te voulons pas de mal. Tu risques de te blesser. Sélène soupesa une autre pierre et la lança dans les parties génitales de l'ours qui se plia en deux dans un rugissement de douleur. Alors qu'elle s'apprêtait à prendre la poudre d'escampette, une grosse patte velue la saisit par une jambe sans lui faire de mal et la souleva de terre. Sélène se débattait, la tête en bas, à 2 pouces de la gueule du monstre, qui lui dit avec une voix plaintive et des larmes dans les yeux. « Désolé, petite, on va devoir t'attacher. Pour ton bien. » Elle n'écoutait plus, elle s'acharnait sur une de ses phalanges, qu'elle était en train de mordre de toutes ses forces. « Tu vas te casser une dent sur mon cuir. » Mais elle continua de plus belle, tout en le rouant de coups. Le prof soupira, puis, avec 1000 précautions, il l'assomma d'une pichenette. La capillimancie ne ment jamais, prof. Plus douloureux. Plus long. Moi, après le micro, parce que là, je... Moi Moi, le micro, quand il y a... Ok. Plus long. Plus long? T'en es pris dans les couilles. S'acharner sur une de ses phalanges. Oh merde, je l'ai déjà fait avant ça. Je voudrais qu'on refasse à partir de Sélène Soupesa. Ton rugissement était pas assez testiculaire. Et